Aujourd'hui, je vous propose une visite au musée de Cluny pour l'exposition Les Arts en France sous Charles VII. Un règne qui commença de manière compliquée entre guerre civile, Bourguignon et Armagnac, la guerre de Cent Ans, un roi sans sacre jusqu'à l'arrivée de Jeanne d'Arc. Et enfin, un retournement de situation avec le sacre, la fin de la guerre civile et en 1453 le règlement définitif de la guerre de Cent Ans. Enfin, la paix est retrouvée, les finances se rétablissent, l'administration reprend forme pour un développement fructueux des arts en France. Voyons ce qu'il en fut. L'exposition commence donc par la victoire des Français sur les Anglais à la bataille de Formigny en 1450, dont on voit ici des restes d'armes rescapées du champ de bataille, une épée et un lambeau de cotte de maille. Mais quittons la guerre et les batailles avec l'accord que signa Charles VII et le duc de Bourgogne, Jean le Bon, en 1435, qui met définitivement fin à la guerre civile entre Bourguignon et Armagnac, pour entrer dans le monde des artistes de l'époque. Cette première partie d'exposition nous montre des œuvres qui ont appartenu à Charles VII et à son entourage. On peut ainsi voir cette magnifique tapisserie contenant de nombreux symboles, comme le drapeau de Charles VII, avec ce soleil qui lui sert d'emblème, ou encore cette autre magnifique tapisserie au style presque moderne qui ornait l'arrière du trône de ce roi. La tapisserie comptait beaucoup à cette époque, car elle décorait les habitations, montrait les symboles royaux, relatait des histoires, protégeait du froid. Et parfois, on les accrochait aux fenêtres lors des grandes occasions pour décorer maisons et rues. On peut y voir également des manuscrits, comme par exemple celui qui montre Charles VII, la reine Marie d'Anjou et le dauphin, le futur Louis XI, entrant dans la ville de Toulouse lors d'un voyage pour rallier les villes au royaume de France. Celle-ci, en se ralliant à Charles VII, obtint d'ailleurs son parlement. Ou encore celui où l'on peut voir la restauration des finances du royaume en réorganisant ses ressources. L'aspect culturel n'est pas oublié, notamment avec ce très beau recueil de poèmes ayant appartenu à Charles d'Orléans, cousin de Charles VII. Ou bien les grandes chroniques de France, magnifiquement enluminées. Beaucoup de livres, de missels et autres livres d'heures nous sont présentés. Véritable chef-d'œuvre par l'usage de l'enluminure. Un travail tout en finesse et d'une grande maîtrise de la technique des couleurs, ainsi que d'une grande dextérité. On remarque que beaucoup portent le nom de leur commanditaire et non le nom de l'artiste. La guerre civile, ajoutée à la guerre contre les Anglais, avait réduit les commandes d'orfèvrerie. Et si on ajoute les pertes, les vols et autres pillages, etc., qui eurent lieu lors de cette période et au cours des siècles suivants, il ne reste plus grand-chose dans les objets d'orfèvrerie et de sculpture de cette époque. Cependant, nous pouvons voir un très bel ostensoir que Louis XI a fait faire et plus loin, un magnifique reliquaire en cristal de roche et or, ainsi que d'autres objets et médailles. En avançant dans l'exposition, on peut voir un portrait célèbre de Charles VII peint par Jean Fouquet. Mais fait intéressant, Charles VII est peint sur un premier tableau représentant une Vierge à l'enfant et qui n'était autre qu'Agnès Sorel, sa maîtresse. Jean Fouquet, cependant, fera la Vierge à l'enfant que vous pouvez voir au Musée royal des beaux-arts d'Anvers. Mais outre tout ce début axé sur Charles VII et son retour au pouvoir en tant que roi de France, l'exposition met l'accent sur les artistes, principalement enlumineurs, mais aussi sculpteurs, peintres, etc., qui nous ont laissé des chefs-d'œuvre, ainsi que le nom de leur commanditaire. Il est à noter que bien que Paris soit resté un centre important de l'art en France, même sous la régence du duc de Bedford, frère d'Henri V, roi d'Angleterre, et de son neveu Henri VI, il était un fervent bibliophile et il commanda des œuvres aux artistes parisiens, comme en atteste ce bréviaire du duc de Bedford, ce qui nous amène aux différentes régions françaises, qui furent, tant bien que mal, avec
plus ou moins de bonheur en fonction de l'implication de la guerre dans leur contrée, et malgré la misère, les idées circulaient et les arts qui fleurissaient en Flandre bourguignonne ou en Italie commençaient déjà à se diffuser. L'art évoluait et sortait peu à peu du gothique. Faisons ainsi le tour avec, pour commencer, le Bourbonnais et le prince Charles Ier de Bourbon qui fait construire un somptueux tombeau pour lui et sa femme, ainsi qu'il fit faire un livre avec tout l'armorial de ses vassaux et un morceau de tenture symbole des rois de France, toute fleur de lysée. La Champagne souffrit de la guerre, qu'elle soit fratricide ou contre l'Anglais, mais qui fut reconquise par Jeanne d'Arc en 1429 et connut une période plus prospère ensuite et développa beaucoup l'enluminure. Le Lyonnais, carrefour entre l'Italie et les Flandres bourguignonnes, connut un âge d'or dans tous les arts, dont il ne reste que le travail d'architecture et de vitrail dans les églises de Lyon, ainsi que des livres enluminés. La Bretagne, qui connut un regain après le ralliement de François Ier de Bretagne à la cause de Charles VII, développe les chantiers, surtout à Rennes et à Nantes, ainsi que des ateliers dans les miniers. La Normandie, quant à elle, n'a pas trop souffert de la guerre, conquise dès 1417 par les Anglais. Elle bénéficia de leur générosité et édifia des monuments architecturaux. Après 1449 et 1450 et la bataille de Formigny, elle revint à la France. Des artisans parisiens vinrent s'y établir et des artistes normands partirent pour l'Angleterre. Quant à la Picardie, elle fut peut-être la plus riche dans l'innovation artistique par sa place géographique. Située près des États bourguignons, elle bénéficia de toutes les évolutions artistiques de la Flandre, tant en architecture qu'en orfèvrerie, qu'en peinture et en sculpture. Malheureusement, il ne reste que les œuvres d'architecture et de peinture. Les artistes se constituaient en groupe avec un chef de file. Les artistes picards près des Flandres avaient la chance de travailler soit à Bruges, soit à Tournai, avec des maîtres comme Jan van Eyck ou Robert Campin ou encore Rogier van der Weyden. Ainsi, revenus en France, ils apportaient des innovations joints à un style local et à leur propre personnalité, comme Jean Marmion ou André Dipre. Mais on retrouve également Célin de Haguenau, connu aussi sous le nom de Maître Dunois, enlumineur, qui puise dans le répertoire parisien tout en y incorporant des éléments des peintres flamands et qui travaillera pour le duc de Bedford et continuera à œuvrer après la reprise de Paris par Charles VII en 1436. Jacques Morel, qui fait ses débuts à Lyon en tant que maître d'œuvre et qu'on peut encore admirer dans les églises de Saint-Nizier et de Saint-Paul. Jean Hottard, de la région lyonnaise, pour le roman de la Rose de Vienne, et une trentaine de manuscrits créés pour des Lyonnais. Guillaume de Vleuten, sculpteur avec ses pleurants, qu'il fait pour le tombeau d'Anne de Bourgogne. Érigés comme les tombeaux des ducs de Bourgogne, mais avec la simplicité des drapés, des tombeaux des rois à Saint-Denis du début du siècle. Et qui travaille avec le tailleur d'images parisien Jean James, maître des œuvres de Paris, et Cobin de Livry, imageur à Paris. Étienne Mobillet et Paul Mosselmann, sculpteurs engagés par Charles VII pour finir le tombeau de Jean de Berry à Bourges. Architecture en marbre et le cortège des pleurants en ronde bosse et grands manteaux aux drapés animés et visages expressifs. Dans cette période d'évolution vers une paix salutaire pour le royaume de France, et donc dans un climat de transition entre guerre et paix, un homme fut important, celui qu'on appela le roi René ou René d'Anjou. Roi, car roi de Sicile, de Naples, d'Aragon et d'autres choses, ces États ne souffrirent pas de la guerre de Cent Ans, ni de la guerre civile. Élevé avec le dauphin Charles, il resta fidèle toute sa vie à la couronne de France et à Charles VII. Ce qui permet pour les arts dans le Lyonnais la rencontre entre les courants novateurs venus des Flandres bourguignonnes et la première Renaissance italienne, mais aussi entre les artistes Barthélemy Deck et Jean Fouquet, venus à la cour de René d'Anjou, de rencontrer peut-être Francesco Laurana
Il y a aussi les influences des rencontres avec les prélats italiens ou des rencontres par les voies diplomatiques avec des échanges ou apports de cadeaux, comme ce manuscrit dédicacé au roi René d'Anjou par Jacopo Antonio Marcello, chef de l'armée vénitienne, gouverneur de la ville de Padoue et grand humaniste, qui compte parmi les chefs-d'œuvre de manuscrits faits par des artistes gravitant autour du peintre Andrea Mantegna. Mais aussi, dans la région d'Angers, il favorisa l'essor artistique par l'émulation et la création d'œuvres par des artistes, peintres, enlumineurs, sculpteurs, architectes, etc. L'exposition nous apporte de très beaux exemples de cet art angevin. On trouve aussi le groupe Jouvenel, un groupe dont le maître porta le nom du commanditaire Guillaume Jouvenel des Ursins pour un ouvrage comprenant 730 miniatures. Il travailla à Paris et à Angers. On peut voir plusieurs des manuscrits, dont un de ses émules, puisqu'il était le maître de plusieurs artistes qui ont pris le nom de groupe Jouvenel. Là, sous Charles VII, après le règlement définitif en 1453 de la guerre de Cent Ans, commence à prendre une couleur propre à la France. Mélange d'art nouveau flamand, de renaissance italienne et de savoir-faire locaux. On y voit donc les germes d'un art particulier qui évoluera au XVIe siècle. Les œuvres d'Enguerrand Carton, qui bouleversent l'histoire de la couleur dans la peinture, par ses lumières crues, ses volumes découpés et ses émotions, style que vous pouvez admirer dans un manuscrit enluminé, Les heures à l'usage de Rome, représentant le roi David en prière. Enguerrand Carton, comme beaucoup d'autres, travaille avec des collaborateurs comme Pierre Villatte, peintre et enlumineur d'origine de Limoges, ainsi que le Missel, dernier ouvrage connu d'Enguerrand Carton. On peut y voir une plasticité des volumes et une lumière franche. Dans l'exposition, on retrouve les œuvres de Barthélemy Deck, notamment le magnifique retable de l'Annonciation, dont on peut apprécier la force de la perspective architecturale, la vigueur des volumes, la franchise de son éclairage, le goût des matières, ainsi qu'une autre œuvre avec les heures à usage de Paris, dite heures de René d'Anjou, fait entre 1459 et 1463. Sans oublier la mise en image du livre des tournois à l'aquarelle et au lavis, dont on peut apercevoir le décor qui s'étend sur les 2 tiers de la page. Le peintre André Dip est également représenté avec le superbe triptyque de Budé et d'autres œuvres. Jean Fouquet, dont nous avons pu voir le portrait de Charles VII au début de l'exposition, et qui fut qualifié de plus grand peintre du français du XVe siècle, est un artiste très polyvalent, car peintre, enlumineur, qui fait des cartons de tapisserie, de la peinture sur émail et sur verre. Eut le titre de peintre du roi sous Louis XI, mais travaillait déjà pour son père Charles VII. Pour l'époque, il a une optique très avant-gardiste qui s'affranchissait totalement du style gothique. Il réussit à faire une synthèse entre l'art Nova flamande et la première Renaissance italienne. On peut voir dans l'exposition plusieurs de ses œuvres, comme les Chroniques de France, grâce à une animation. Vous pouvez voir ainsi toute la dextérité qu'il fallait pour le travail de l'enluminure. Le rondel au monogramme LG, peint sur verre, Sainte-Anne et ses filles miniatures issues des œuvres d'Étienne Chevalier, provenant d'un chef-d'œuvre démembré, pour la plupart conservé au musée de Chantilly. On voit également un autoportrait de Jean Fouquet, ornant autrefois le cadre du fameux diptyque de Melun. Il s'y représente en lettré, en latinisant son prénom à l'antique. Influence italienne, mais aussi du flamand Jan van Eyck. Bien qu'elle soit moins nombreuse, n'oubliez pas d'admirer le travail sur l'évolution de la statuaire dans le parcours de l'exposition. Les arts en France sous Charles VII, au musée de Cluny jusqu'au 16 juin 2024.
Un vent de printemps et de jeunesse souffle sur la galerie Gallimard en ce mois d'avril et cela jusqu'au 7 mai prochain, avec une exposition sur les albums de Martine. Un univers coloré et charmant, comme une boîte de bonbons à la fois acidulée tout en étant onctueux. Rappelez-vous ces albums où une adorable fillette, pleine de vivacité, d'optimisme, de curiosité, faisait d'un événement quotidien, voire anodin, un voyage en avion, une promenade au bord de l'eau, un pique-nique, un départ en vacances, elle en faisait un événement et une aventure extraordinaire. La guerre n'était pas loin et il fallait redonner le goût de la joie aux enfants du baby-boom en les mettant dans un univers rassurant, sans danger, sans ennui, sans morosité. La vie était une explosion de joie, d'amusement, fait d'amitié, de sympathie, faisant voir un avenir rayonnant, souriant, propice à l'optimisme et à l'empathie. Mais voilà que près de 70 ans plus tard, que de belles espérances tombaient dans la boue. C'est peut-être pour nous redonner le goût de l'espoir, le goût d'être heureux, le goût de l'insouciance que Gallimard nous propose cette exposition sur les albums Marty. Et c'est un peu gagné, certes, momentanément, mais gagné quand même, car dès l'entrée dans la galerie, un vent de fraîcheur avec ses couleurs claires, joyeuses et rayonnantes vous accueille. Une explosion pleine de jeunesse qui a l'intérêt de rallier la génération des petites filles, voire des petits garçons d'aujourd'hui, avec leur maman, voire leur grand-maman, qui retrouvent ainsi leur jeunesse, leur sourire avec ce charme enfantin. De nombreuses planches tapissent les murs, dessins faits par Marcel Marlier, mort en 2011, et nous pouvons voir aussi des pinceaux, des tubes, des dessins, des esquisses. Et toutes les couvertures de tous les albums de Martine, en tout 60, exécutés à partir du premier en 1954. Un coin lecture a été installé avec des coussins pour les mamans qui veulent lire des Martine alors tout petits et cela fonctionne. Une ambiance délicieusement rétro tout en charme et en douceur. Les Martine, toujours édités aux éditions Casterman, sont accessibles à tous, voire même aux Anglais et aux Américains, car maintenant ils sont publiés en anglais, et se sont même enrichis de nouveaux titres qui sortent en cette année de Jeux olympiques, comme Martine à Paris. Et comme les éditeurs n'ont pas voulu recourir à un autre dessinateur, ils ont trouvé une parade, mettre les personnages dessinés par Marcel Marlier en les incorporant dans des paysages faits à partir de photographies. Une exposition à ne pas manquer pour une explosion de joie, de charme, de plaisir discret, intergénérationnel. Et peut-être que cette exposition nous redonnera le goût de l'optimisme et de l'espoir pour un futur pourtant très pessimiste.